Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être ici. Pendant une grande partie de la dernière moitié du siècle, l'idée d'utiliser l'énergie comme une arme politique avait disparu dans les livres d'histoire. L'embargo pétrolier arabe de 1973, qui a provoqué des secousses dans l'économie mondiale, a convaincu les nations des deux côtés de l'équation énergétique, producteurs comme consommateurs, que la coercition énergétique était un jeu extrêmement dangereux. Et bien sûr, c'est le cas. De cette crise est née une volonté internationale de construire des systèmes énergétiques plus résilients, de créer des marchés transparents et de veiller à ce qu'aucun pays ne puisse à nouveau étouffer l'économie mondiale en coupant l'approvisionnement. La création de l'Agence internationale de l'énergie, l'essor des marchés à terme du pétrole et l'expansion des réseaux de GNL ont tous renforcé cette nouvelle stabilité. Et pendant des décennies, cela a fonctionné. Pendant des décennies, le monde a cru qu'il avait dépassé l'ère de l'arme énergétique. Mais cette illusion s'estompe désormais. Elle s'effondre. Les États-Unis ont utilisé l'énergie comme levier, exerçant des pressions sur leurs alliés pour qu'ils achètent du GNL américain sous peine de subir des tarifs douaniers. Du Canada au Venezuela, l'énergie est redevenue un outil géopolitique. Avec la possible invasion du Venezuela qui se profile, il faut se demander quel rôle jouent les vastes réserves pétrolières du pays dans une forme aussi extrême de posture offensive des États-Unis sur les côtes vénézuéliennes. D'ailleurs, le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, estimées à environ 303 milliards de barils. Le Venezuela. Qu'en dites-vous? Nous achetons du pétrole au Venezuela. Quand je suis parti, le Venezuela était sur le point de s'effondrer. Nous l'aurions pris, nous aurions obtenu tout ce pétrole. C'est juste à côté. L'ancien président américain Donald Trump a reconnu son crime. Un crime contre l'humanité commis contre le peuple du Venezuela. Il a déclaré que l'objectif de son administration, ainsi que de l'agression et des sanctions contre le Venezuela, était de provoquer l'effondrement de la société vénézuélienne afin que la puissance impériale des États-Unis puisse s'emparer du pétrole du Venezuela et prendre le contrôle de ses richesses. Ainsi, ce réveil de l'arme énergétique se produit dans un monde déjà sur le fil du rasoir. Alors que la compétition entre grandes puissances refait surface et que la fragmentation économique s'accentue, l'énergie n'est plus seulement une marchandise, c'est une source d'influence stratégique. La guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine porte sur l'accès aux terres rares, que la Chine bien sûr contrôle en grande partie. Le contrôle des ressources, pétrole, gaz, électricité et minéraux nécessaires aux technologies propres, dont nous parlerons en détail dans un instant, se retrouve une fois de plus au cœur même de la politique mondiale. J'écrirai un article entier à ce sujet. Je vais rédiger un article plus détaillé et approfondi à ce sujet sur mon Substack et mon Patreon. Comme certains de mes abonnés le savent déjà, je commence vraiment à apprécier ces plateformes. Elles sont excellentes et très actives. Je mettrai les liens ci-dessous. Pensez sérieusement à vous abonner pour plus de contenu hebdomadaire. Mais très rapidement, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir en arrière. Dans les années 1970, les producteurs de pétrole réunis au sein de l'OPEP exerçaient une influence considérable. À son apogée, le pétrole représentait la moitié de la consommation énergétique mondiale. Et en restreignant les exportations et en manipulant les prix, une poignée de nations pouvait influencer les politiques des puissances industrielles. L'embargo de 1973, destiné à punir l'Occident pour son soutien à Israël, a quadruplé les prix du pétrole et plongé les économies dans la récession. Ce fut terrible. Les conséquences furent brutales. Inflation, chômage et crise mondiale de la dette.
Pourtant, l'embargo a échoué politiquement. Il n'a pas atteint ses objectifs car il n'a pas contraint les États-Unis à abandonner Israël. Mais il a réussi à transformer à jamais la relation du monde avec l'énergie. L'élan récent vers une transition énergétique propre, autrefois perçue comme une échappatoire à la politique des combustibles fossiles, a créé de nouvelles vulnérabilités. Les matériaux qui soutiennent les technologies renouvelables sont encore plus concentrés et rares que le pétrole ne l'a jamais été. La Chine contrôle désormais plus de 70% de la capacité mondiale de raffinage des minéraux critiques essentiels et elle domine la production de panneaux solaires, d'éoliennes, de batteries et de tout ce qui se trouve entre les deux. Dans un article récent sur mon Substack et mon Patreon, j'ai partagé les détails d'un rapport montrant à quel point l'armée américaine et plus largement le complexe militaro-industriel est devenue dépendante des importations de minéraux critiques en provenance de Chine. C'est assez choquant. Je mettrai le lien vers cet article ci-dessous. Ainsi, pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine en matière de minéraux critiques, les nations occidentales se retrouvent à improviser. Bien sûr, elles pourraient toujours choisir la coopération pacifique, les partenariats et le développement économique, mais la politique s'en mêle. Comme nous le savons très bien, le Canada s'impose désormais comme un acteur majeur. Elle vient d'annoncer 25 nouveaux investissements et partenariats d'une valeur de 6,4 milliards de dollars canadiens, soit environ 4,6 milliards de dollars américains. Ces accords interviennent juste après les discussions du G7 à Toronto, où les dirigeants se sont concentrés sur la construction de chaînes d'approvisionnement plus résilientes pour les terres rares et d'autres matériaux essentiels, cruciaux pour la défense, l'énergie propre et la fabrication avancée. Ils font cela alors qu'ils cherchent en même temps à découpler leur base industrielle de la Chine. C'est une dynamique très intéressante, mais qui ne semble pas tout à fait cohérente. L'un des projets clés concerne MP Materials, l'exploitant de la mine de terres rares de Mountain Pass en Californie, la seule mine de terres rares encore active aux États-Unis. Avec un investissement de 400 millions de dollars du Pentagone, l'entreprise construit une nouvelle usine d'aimants. Et cela montre comment les États-Unis travaillent non seulement sur le plan national, mais aussi à l'international, pour sécuriser des approvisionnements fiables en ces minéraux stratégiques, alors qu'ils cherchent à se découpler efficacement de la Chine dans ce domaine précis. Mais aucun de ces efforts ne produira de résultats immédiats, bien sûr, car il ne s'agit pas tant d'extraction que de traitement. Tout repose sur le traitement. Et, à cet égard, la Chine a des décennies d'avance sur les États-Unis. Dans une vidéo récente, j'ai partagé des détails sur le nouveau partenariat des États-Unis avec l'Australie, visant à investir dans des projets d'extraction et de traitement, tout en s'engageant à protéger les marchés nationaux contre les pratiques commerciales déloyales. L'Australie est le quatrième plus grand réserve de courant terre rare, donc le plus haut allié anti-Chine des États-Unis dans la région. Au-delà de l'Australie, les États-Unis ont conclu des accords avec le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et même le Cambodge. Le Japon dispose d'importantes réserves de terres rares, notamment des gisements en eau profonde autour de l'île de Minamitorishima, estimés à plusieurs dizaines de millions de tonnes d'oxyde de terres rares et potentiellement à des centaines de millions de tonnes d'autres minéraux précieux comme le cobalt et le nickel. L'urgence de ces initiatives est très claire. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une croissance rapide de la demande en terres rares, stimulée par les technologies d'énergie propre. Les véhicules électriques à eux seuls devraient croître de plus de 17% par an jusqu'en 2030, tandis que la demande globale en terres rares augmentera de plus de 5% chaque année. Ces minéraux sont également essentiels pour les applications de défense. Ceci constitue une des principales priorités et des facteurs moteurs de cette dynamique.
Ils sont également utilisés dans les appareils mobiles et d'autres industries de haute technologie. La Chine domine actuellement la production grâce à son expertise technique, à ses faibles coûts et à ses vastes réseaux. Les nations occidentales, quant à elles, misent sur la diversification des chaînes d'approvisionnement par la coopération internationale et l'investissement. L'annonce récente du partenariat du Canada avec les pays du G7 pour investir dans les infrastructures liées aux terres rares constitue une nouvelle impulsion dans la compétition émergente autour de l'énergie, y compris l'énergie renouvelable. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. On se retrouve sur mon Substack, mon Patreon et d'autres plateformes. Vous trouverez les liens ci-dessous. Passez une excellente journée. À la prochaine. Pour l'instant.